Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être ici sur cette vidéo qui va parler aujourd'hui du lien entre l'intestin et les troubles ostéo-articulaires, que ce soit les tendinites, les douleurs articulaires, voire l'arthrose, bref, tout ce qui devient chronique. Quel est le lien justement avec l'intestin? Voilà. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sabrina Marnet-Letellier, je suis nutrithérapeute, praticienne en micronutrition et en hypnose. Et j'accompagne principalement les personnes qui souffrent de troubles digestifs, donc de douleurs chroniques ou de troubles hormonaux. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler d'une de mes thématiques préférées, voire de deux de mes thématiques préférées. La première, l'intestin, le microbiote, ou plutôt l'écosystème intestinal, et de l'autre, les douleurs chroniques. Voilà. Quel est le lien entre les deux? Alors, avant de vous amener, de vous expliquer tout ça, je vais partir d'une expérience qui m'est arrivée il y a à peu près une dizaine d'années. Donc à l'époque, ou un peu plus. Bref, à l'époque, je faisais de la danse classique de manière régulière, de manière assez soutenue. Et j'ai passé quelques années où je cumulais les tendinites. Tendinite sur tendinite, disons que je comptais les semaines de l'année où j'arrivais à danser sans serrer les dents ou sans être blessée. Et bien sûr, je faisais les méthodes habituelles, donc j'ai fait de la kiné. D'abord, je commençais par l'ostéo pour vérifier qu'il n'y ait rien qui soit coincé, etc. Puis kiné, et puis après, je prenais des anti-inflammatoires, et puis je buvais beaucoup. Enfin bref, toutes les techniques, on va dire, recommandées habituellement, les cataplasmes à l'argile et compagnie. Bon, ça n'a pas fait grand-chose, ou si ça permettait de passer, en général, il y en a une autre qui arrivait peu de temps après. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, c'est pas possible, il y a quelque chose d'autre. Et c'est à cette période-là où j'ai commencé à m'intéresser à... Ben, moi, je suspectais, on commençait à en parler peut-être, mais je suspectais une intolérance au gluten. Et donc, j'ai réussi à trouver un médecin qui m'a dit, OK, ben, il existe des tests. J'en ai fait un et ça m'a permis vraiment d'adapter mon alimentation par rapport à moi, d'identifier mes propres aliments inflammatoires et donc d'adapter l'alimentation. Et de là, au miracle, mes douleurs ont disparu. Et je me suis dit, ben, c'est quand même drôlement intéressant ce lien entre l'alimentation, donc le contenu de l'assiette, et ces douleurs-là. Et donc, bah, le chemin faisant, j'ai voulu comprendre un petit peu plus. Donc, je me suis formée à ces méthodes en même temps que je me suis formée à la micronutrition pour avoir une idée un peu plus précise de qu'est-ce qui se passait dans mon corps et pourquoi est-ce que des aliments pouvaient déclencher donc ces douleurs articulaires ou musculaires ou tendineuses de manière chronique. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. Alors, on va commencer par un petit partage d'écran. Si je vous trouve comment on fait, Zoopla, voilà, formidable. Alors, essayez d'augmenter un peu la taille. Du coup, de quoi on parle? Je vais essayer de mettre ça un peu en page quand même, ce sera sympathique. Voilà. Euh, de quoi on parle? Donc, tout part en fait d'une perméabilité intestinale augmentée. Hein, on parle souvent d'intestin poreux. Je déteste profondément ce mot parce que les gens imaginent qu'ils ont des trous dans l'intestin. Après, ils me disent, ah bah, j'ai pas l'intestin poreux, on n'a rien vu à la coloscopie. Et bah, ça tombe bien, c'est normal, vous n'avez pas un intestin qui ressemble à une passoire. Je vous rassure, un intestin poreux, c'est quoi? C'est juste que la paroi intestinale est constituée d'une seule couche de cellules, en fait, qui sont accolées les unes aux autres, ce que vous pouvez voir ici. Et entre chaque cellule, en fait, existent des tight junctions, autrement dit, des jonctions serrées. Et ces jonctions serrées viennent un peu agir à la manière d'un portail électrique, en gros, qui va s'ouvrir et se fermer pour laisser passer ce qui doit passer et empêcher de passer ce qui ne doit pas. Quand on parle de perméabilité augmentée, c'est que c'est
petits portails ont tendance à rester trop ouverts et donc à laisser passer des choses qui ne devraient pas passer, mais inversement à empêcher, à faire en sorte que certaines choses qui devraient passer passent moins bien. Donc on peut le voir ici. Donc il y a des choses qui viennent passer, des molécules de gluten, des bactéries, etc. En principe, sont censées être arrêtées par la barrière intestinale, mais peuvent traverser en cas d'excès de perméabilité et passer dans le corps, en fait, dans le sang. Qu'est-ce qui va passer notamment qui peut être problématique? Le premier, on appelle ça des LPS ou lipopolysaccharides. Ce sont en fait des particules qui se retrouvent à la surface de bactéries de type gram-négatif. C'est une sorte de morceau de la carapace de ces bactéries. Et les bactéries restent dans l'espace intestinal, mais par contre, ces LPS peuvent traverser et donc arriver dans le corps, en fait, et derrière sont vus vraiment agissent comme des toxines, et donc viennent augmenter le terrain inflammatoire. Pour la petite information, ces LPS, on va en retrouver beaucoup dans le sang de personnes qui sont en surpoids, hein, qui ont des syndromes métaboliques, qui ont du diabète, qui ont différentes pathologies chroniques, mais pas que. Et ensuite, la deuxième chose qui peut passer, ce sont des bouts de protéines, donc des polypeptides, qui viennent des aliments, mais qui ne sont pas suffisamment digérés et qui traversent alors qu'ils ne devraient pas encore le faire. Qu'est-ce qui se passe alors? Donc, on a ces protéines, hein, ces bouts de protéines alimentaires qui traversent. Le corps, lui, il voit ça comme un ennemi, donc il envoie il va sécréter, il peut sécréter en tout cas des anticorps. Certains viennent se positionner sur le bout de protéine, donc l'antigène, et on a ce qu'on appelle un complexe anticorps-antigène qui se crée. Celui-ci, ces anticorps peuvent, c'est pas le cas partout, mais peuvent venir activer le reste du système immunitaire qui va venir détruire ce complexe immun. Et en le détruisant, ça fait une inflammation. Si ce complexe immun était, on va appeler ça circulant, c'est-à-dire qu'il se déplace un peu, on va avoir une inflammation qui va être plutôt généralisée. Si ce complexe immun s'est positionné sur un tissu, ça va venir abîmer le tissu et donc on peut avoir une réaction inflammatoire au niveau du tissu, de l'articulation ou de certaines choses. Et cette inflammation est dite inflammation de bas grade. En fait, l'inflammation de bas grade, c'est un peu un danger silencieux. C'est-à-dire qu'on peut avoir une inflammation qui va être présente pendant des années. Pendant des années, il y a des aliments, il y a des lipopolysaccharides qui traversent, qui commencent à déclencher une petite inflammation. Et puis cette inflammation, c'est un peu comme la pression dans la cocotte minute. Vous allumez le feu sous votre cocotte minute, il n'y a rien qui se passe pendant 10 minutes, sauf que la pression, elle augmente, elle augmente, elle augmente, et au bout d'un moment, vous avez la vapeur qui sort. C'est pareil. On parle d'une inflammation de bas grade, en général, quand la CRP, donc ça c'est un marqueur inflammatoire qui se trouve sur les analyses de sang. La CRP est en général inférieure à 1. Quand on passe à une CRP, le médecin, lui, en tout cas la norme du labo, c'est CRP supérieure à 5 égale problème inflammatoire. Là, on est passé sur une inflammation dite de haut grade, donc une inflammation plutôt aiguë. C'est dommage, c'est que déjà le problème, il est là depuis longtemps. L'idée, c'est de pouvoir agir tant qu'on est dans cette zone-là pour calmer le jeu. Et donc, pour connaître, donc, comme je vous ai dit, hein, ces aliments-là qui peuvent, à certains moments, en cas de perméabilité intestinale accrue, ces bouts de protéines alimentaires viennent traverser, le corps sécrète des anticorps, et donc, derrière, ça peut résulter en une réponse inflammatoire. Et comme je vous l'ai expliqué, le problème d'un aliment, c'est que souvent, on mange les mêmes. Et donc, l'aliment, si vous en mettez un peu le lundi, puis un peu le mardi, et puis le jeudi, du coup, votre inflammation, elle grossit. Et ça peut être ça qui est à l'origine de différentes douleurs. Donc, on peut vous dire,
Ah bah très bien, monsieur, vous avez des tendinites, supprimez les produits laitiers et le gluten, ça ira mieux. Ça peut aller mieux. Statistiquement, c'est vrai que les protéines laitières et le gluten sont parmi les plus inflammatoires. Seulement, parfois, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'il n'y a pas que ces aliments-là, il y en a d'autres. Et que si on rentrait tous dans les statistiques, ça se saurait. Donc, après, il y a Signalé qui est arrivé il y a quelques années, au début des années 80, qui a dit oh, les aliments inflammatoires, ce sont toutes les céréales, le gluten, le riz, le millet. Donc, il a fait supprimer toutes les céréales et les produits laitiers. Super. Mais encore une fois, pas de bol, chez certaines personnes, ça ne marche pas. Depuis à peu près les années 2000, il y a des tests sanguins qui existent, qui visent à faire un dosage de ces anticorps. Et ces anticorps, ce sont les anticorps de type immunoglobuline G, donc IgG. Et en dosant ces anticorps, ça permet justement de voir est-ce qu'il y a une réponse anormale qui existe ou pas. C'est-à-dire que si vous regardez là sur ce test, donc ça c'est un test qui a été réalisé auprès du laboratoire ImmuPro, tout un tas, alors ça c'est un test complet, on n'est pas obligé de faire le test le plus complet possible, mais c'est pour vous montrer tout ce qui peut être testé et tout ce à quoi on peut réagir. Donc là, vous avez les aliments qui sont testés, les taux d'anticorps, et donc on vous dit, vous avez un petit code couleur pour vous dire c'est OK, c'est pas OK. En gros, on considère qu'il y a, et si vous regardez, on est rarement à zéro. Il y a toujours un petit bruit de fond, parce que, oui, il y a des aliments qui à un moment vont traverser un peu, alors qu'ils ne devraient pas. Il y a un sort de phénomène, on va dire, d'entraînement de votre système immunitaire. Sauf au-delà d'un certain niveau, on considère que c'est anormalement élevé. Et donc là, ça apparaît en orange. Cet aliment, attention, il y a un niveau élevé, trop élevé d'anticorps, et celui-là, il y a un niveau très élevé d'anticorps. Donc ce type de test permet justement d'identifier les aliments à problème. Et quand on regarde justement sur ce cas-là, on s'aperçoit que, alors, non, par exemple, voilà, il y a les œufs qui apparaissent dessus, en rouge, bien corsés. Si on regardait les évictions de Signalé ou la théorie classique du supprimer les produits laitiers et le gluten, pas de bol. Si j'ai une intolérance, enfin une hypersensibilité aux œufs, je ne les ai pas supprimés, ils restent là et ils peuvent continuer à me faire cette inflammation. Dommage. Tout comme on va retrouver souvent des produits à coque comme les amandes, les noisettes, etc. Donc, il y a quand même plein d'autres choses qui peuvent apparaître. Et là, chez cette personne-là, on a même manifestement certains soucis avec des fruits de mer et des poissons. Donc pour moi, ce type de test, si tant est qu'on le fasse dans un bon labo, mais pour ça, vous avez j'avais déjà fait deux présentations sur le sujet, donc je vous invite à aller regarder si vous voulez creuser un peu plus. Mais si tant est qu'on choisit le bon labo, ce test-là permet vraiment, je dirais, d'avoir une vision 2.0 du régime Signalé. C'est-à-dire que Signalé, lui, s'est fié à, encore une fois, une statistique. La majorité des gens est réactive aux céréales. Ouais, mais on n'est pas tous la majorité des gens, et justement, il peut y avoir des différences. Donc, ce type de test, ça va vraiment chercher de manière personnalisée ce à quoi votre corps réagit. Après, tous les aliments qui sont là ne sont pas forcément inflammatoires. Là, c'est ce envers quoi votre corps réagit. Mais si vous voulez, ça veut dire, OK, vis-à-vis de ces aliments, votre corps sécrète des anticorps. Beaucoup ou pas beaucoup, peu importe, il sécrète des anticorps. Là, en général, il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est ces anticorps sont produits, sauf soit ils ne viennent pas se fixer sur l'antigène, soit ils se fixent, mais ils n'activent pas le complément, c'est-à-dire qu'ils n'activent pas le reste du système immunitaire. Donc, il n'y a rien d'autre qui se passe. Il y a juste des anticorps. OK. Deuxième cas de figure, les anticorps sont créés, ils viennent se positionner sur l'antigène, et là, ils activent le complément, donc ils activent le reste du système immunitaire qui vient détruire l'intrus, et en le détruisant, tout ça occasionne une réponse inflammatoire. Et donc ça, ce test ne vous dit pas quels sont les aliments qui sont encore dans la première catégorie du il n'y a rien de précis qui se passe, ou quels sont les aliments qui sont inflammatoires. Pour ça, c'est votre corps qui va vous le dire. Ah oui, votre corps, il sait mieux que n'importe quel test. Et donc,
façon de faire, mais ça, je vous l'expliquerai après un peu plus en détail, c'est d'éviter tous ces aliments-là aussi strictement que possible sur 5 semaines pour faire baisser relativement le niveau d'inflammation, redonner au corps une sensibilité. Et après 5 semaines, on va tester un aliment un par un pour voir est-ce qu'il y a un symptôme qui revient ou pas. Parce que le problème, c'est que si vous faites ça dans l'autre sens, vous dites oh, ça me casse les pieds, j'ai pas envie de tout supprimer, je vais juste enlever les fruits à coque et puis je garde les autres. Bah ouais, c'est une bonne idée, ça peut enlever une partie de l'inflammation. Sauf que si vous avez les œufs qui sont là et qui sont eux très inflammatoires, vous enlevez les fruits à coque, vous n'allez pas avoir grand-chose comme évolution. Et du coup, vous allez vous dire, bon, ça sert à rien, je les remets, et puis voilà, et puis après, j'enlève les œufs. Ah ben oui, mais il y a peut-être quand même un peu d'inflammation apportée par les... et ainsi de suite. Donc vraiment, pour éviter ça, ce tâtonnement, pour l'avoir testé, je peux vous assurer que j'ai déjà essayé, hein, donc et j'ai bien vu que ça marchait pas. C'est vraiment, voilà, de tout enlever sur juste 5 semaines, c'est quand même pas le bout du monde. Et ensuite, on vient tester. Et en enlevant tout, on fait ce que j'appelle, on enlève un peu le brouillard inflammatoire, ce qui redonne un peu la vue à votre corps. Et derrière, dès que vous allez mettre un aliment en bonne quantité, on ne fait pas un test d'allergie, là, on y met une quantité normale sur un repas. Si l'aliment est inflammatoire, vous allez le sentir. Pour la petite histoire, moi, je m'étais aperçue que le quinoa chez moi était problématique. Chaque fois que j'en remettais, j'avais une douleur qui me revenait dans le tendon, une tendinite, enfin la même douleur que j'avais qu'une tendinite à un tendon. Alors que je n'avais pas fait d'efforts, etc. Je retrouvais des barres dans les tendons que j'avais ressentis l'été d'avant, où je m'étais gavée de quinoa et je ne comprenais pas pourquoi j'avais des tendinites au tendon. Voilà. Et à chaque fois que je testais le quinoa, blâme, j'avais la douleur qui revenait, qui disparaissait assez rapidement, mais qui revenait. J'avais d'autres aliments, c'était plutôt des maux de tête, etc., etc. Chacun, on va dire que le symptôme, en général, les symptômes qui peuvent revenir, c'est ceux qui auront disparu pendant ces 5 semaines d'élution. Et donc, cette inflammation de bas grade, hein, ces hypersensibilités, elles peuvent avoir différents impacts sur le système ostéo-articulaire. Premier, ben, ça va être tout ce qui est tendinite, capsulite, bursite, enfin tous les trucs en it. Les fractures de fatigue aussi à répétition. Donc ça, j'ai eu la surprise de le voir sur une cliente qui était venue me voir, qui faisait de l'aviron. Et en aviron, on fait ce mouvement-là où on vient taper un peu au niveau du plexus, là, et en fait, elle avait l'os enfin, elle avait des fractures de fatigue à ce niveau. Et quand même, c'est un peu bizarre, elle mangeait beaucoup de produits laitiers, donc et en fait, elle avait une inflammation de bas grade qui était sacrément costaud et qui, chez elle, était causée juste par le gluten. Les produits laitiers, pour le coup, ne posaient pas de soucis. Donc, ça peut expliquer, en tout cas, dès lors que ça devient chronique, hein, une fracture de fatigue de temps en temps qui peut être liée justement au surentraînement ne, ne doit pas amener tout de suite à avoir peur de ça. Les déchirures musculaires aussi à répétition, le syndrome fibromyalgique. Dans beaucoup de cas, il n'y a pas de fibromyalgie derrière, c'est vraiment cette inflammation qui est liée aux aliments et à l'hypersensibilité alimentaire, à l'hyperperméabilité intestinale. Fatigabilité, lenteur de récupération, l'arthrose, ce que j'appelle le dérouillage matinal, c'est quand on se lève et on sent qu'on a l'impression d'avoir toutes les articulations qui craquent, qui font mal, qui sont rouillées, qui sont raides. Ça, c'est assez typique. Et la polyarthrite rhumatoïde, donc là, il y a vraiment des études qui font le lien entre ces hypersensibilités alimentaires, cette perméabilité intestinale et la polyarthrite rhumatoïde. Donc, comment on peut agir concrètement? Donc, un petit mode d'emploi en 6 étapes. La première, bah, c'est déjà une fois qu'on a fait son test, on corrige son alimentation, bien sûr, on vient enlever les aliments qui sont problématiques et on les remplace. Important, hein, le but, c'est pas un régime Weight Watchers pour perdre 10 kilos. Hein. Le but, c'est on enlève les aliments inflammatoires et bien sûr, on les remplace par d'autres aliments, de préférence par une variété d'aliments, parce que si vous avez le malheur de dire ok, je suis intolérante au gluten, bah, très bien, je vais le remplacer par, disons n'importe quoi, du sarrasin, et vous mettez de la farine de sarrasin, des flocons de sarrasin, des choses au sarrasin tous les jours,
je dirais vous avez 8 chances sur 10 de devenir hypersensible au sarrasin en l'espace d'un mois ou deux. Alors que si vous remplacez votre gluten par du sarrasin, par du millet, par du riz, par du quinoa, etc., en variant au maximum, bah, vous aurez moins de chances de développer des hypersensibilités. Ensuite, correction de l'hygiène de vie aussi, hein, tenir, parce que tout ça, comme je vous ai dit, ça vient d'une perméabilité intestinale. Donc l'idée, c'est de corriger aussi tout ce qui peut jouer sur la perméabilité intestinale. Le stress, ça en est une première cause. Tout ce qui est polluant, produits de nettoyage, etc., qui génèrent des choses qu'on vient respirer, etc., c'est pas mieux non plus. Ça aide pas notre microbiote, on va dire. Les manques de sommeil, le manque de sport ou l'excès de sport aussi peut fortement jouer sur la perméabilité intestinale. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment important. Et la dernière partie, c'est les médicaments. Attention, il y a vraiment des médicaments qui viennent saboter, je dirais, votre écosystème intestinal. Donc soit votre flore, soit votre perméabilité intestinale, soit votre système immunitaire. Hein, c'est les 3 piliers de votre écosystème intestinal. Et parmi ces médicaments qui sont assez dramatiques, bah, vous avez les antibiotiques, vous avez certains antidépresseurs, vous avez les IPP ou inhibiteurs de pompe à protons, hein, donc qui, en cas de gastrite ou de reflux, etc. Encore une fois, ce n'est pas en les utilisant 3 semaines que vous aurez des problèmes. Si vous les utilisez 3 ans, là, il faut se poser la question. Et tout ce qui est anti-inflammatoire. Hein, pas de bol, hein, j'ai mal partout, je prends des anti-inflammatoires. Ah bah oui, mais ça vient augmenter la perméabilité intestinale et donc augmente encore la source d'inflammation. Un peu le serpent qui se mord les queues. Pour donc la partie correction de l'alimentation, c'est ce que je vous avais dit un petit peu tout à l'heure. Donc le laboratoire Herbiofarm, donc c'est la gamme ImuPro dont je vous ai parlé, c'est eux qui ont mis un peu en place cette approche. Pour en avoir testé d'autres, je trouve que c'est vraiment le plus efficace. C'est donc, première phase, c'est la phase d'éviction. Donc sur 5-6 semaines, j'enlève tous les aliments avec des anticorps IgG moyennement élevés ou très élevés. On ne reste pas que sur les rouges, hein, non, parce que vous pouvez avoir un aliment qui est en jaune, qui est finalement plus inflammatoire qu'un aliment qui est en rouge, et donc il y a énormément d'anticorps. Ce n'est pas proportionnel à la quantité d'anticorps qui est trouvée dans le sang. Donc phase 1, on enlève. Phase 2, on fait une provocation, donc on vient de tester aliment par aliment tous les 4 jours. Et phase 3, sur les aliments qui ont apporté des symptômes, donc qui sont potentiellement inflammatoires ou déclencheurs, ceux-là, on les met sur cette liste rouge et on les évite pendant à peu près 1 an et demi, 2 ans. Le temps qu'il faut, en général, d'une part pour soigner la perméabilité, d'autre part pour que les anticorps diminuent, parce qu'on n'est pas comme sur une allergie, les anticorps de type IgG tendent à disparaître dans le temps. Et donc, le corps perd sa mémoire immunitaire. Quand on a refait une bonne perméabilité, les anticorps ont disparu, bien souvent on s'aperçoit qu'on peut remettre les aliments. Ensuite, important, vérifier sa digestion haute et la relancer ou en tout cas la soutenir s'il y a un besoin. Pourquoi je parle de digestion haute et qu'est-ce que c'est? Je vais y arriver, digestion haute, c'est tout ce qui se passe en haut des intestins. Donc c'est déjà la mastication. Si on a une mastication qui n'est pas suffisante, ça a tendance, et ça il y a des études qui le montrent, à augmenter la perméabilité intestinale. Ensuite, c'est toute l'étape de l'estomac, du foie, du pancréas, toute la digestion qui se fait à ce niveau-là. Si cette digestion-là n'est pas efficace, vous envoyez à votre intestin des aliments qui sont mal digérés et donc qui vont être fermentés. Si ça fermente, d'une part, ça fait des gaz et des ballonnements, ça fait un déséquilibre de flore, ça augmente la perméabilité intestinale. Donc, ça ne sert à rien de bouffer du probiotique à gogo ou de la glutamine à gogo si vous ne vous occupez pas de la cause de votre perméabilité intestinale, et bien souvent, il y a un défaut ou une insuffisance de digestion au-dessus. Ça, je vous conseille vivement de vous faire accompagner par moi ou par un nutrithérapeute, micronutritionniste ou par un médecin nutritionniste pour avoir des tests qui permettent d'évaluer l'efficacité de cette digestion.
notamment, il y a une analyse classique qui peut se faire, c'est un fécalogramme et un dosage d'élastase fécale. Donc, c'est des analyses de sel qui peuvent être remboursées par la sécurité sociale, mais par contre, qui sont à faire que dans certains labos, parce que on va dire que les labos de ville sont franchement pas bons pour le faire. Désolée, mais c'est quand même ce que j'ai vraiment pu observer. La troisième étape, d'identifier encore une fois, et s'il y a de corriger un éventuel déséquilibre de flore. La candidose en faisant partie, mais pas que. SIBO, candidose, etc. Tous ces déséquilibres de flore ont tendance à augmenter la perméabilité intestinale. Et encore une fois, si vous voulez faire en sorte de ne plus avoir d'hypersensibilité ou de ne plus avoir de perméabilité intestinale, faut s'occuper de la flore qui est au-dessus. Donc, soit c'est Candida albicans, soit c'est des moisissures, soit c'est des bactéries qui ne sont pas au bon endroit ou qui sont en surnombre. Mais tout ça, donc, il y a des tests, encore une fois, qui permettent vraiment d'identifier. Je vous déconseille vivement de faire juste le test du crachat dans le verre pour vous dire ah, j'ai une candidose ou pas, je traite, ou juste je me sers des symptômes pour me dire j'ai un SIBO ou pullulation bactérienne du grêle, et donc je teste. Non, on ne s'amuse pas à ça, parce que vous pouvez avoir plein de choses qui ont les mêmes types de symptômes, qui ne se prennent pas en charge de la même manière, et vous avez beau le traiter avec des produits naturels, ça fait quand même du dégât. Donc, autant éviter d'aller commencer à traiter avec des plantes antibactériennes ou antifongiques si on n'est pas sûr qu'il y ait certes, ce type de bactéries ou des champignons derrière. C'est quand même un peu dommage. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, corriger une dysbiose, c'est pas que prendre des probiotiques. Les probiotiques, c'est bifidobactéries, lactobacilles. C'est quand même pas, c'est un très faible pourcentage par rapport à la globalité de votre microbiote. Donc c'est un peu une goutte d'eau dans la mer. Donc, oui, ça peut être efficace sur le moment, mais de toute façon, au-delà de 15 jours, 3 semaines, on ne trouve plus de traces de ce que vous avez pris en probiotique dans votre intestin. Donc, ça peut servir, mais pour moi, c'est la cerise sur le gâteau, s'occuper du gâteau. Et ça, on s'en occupe, soit avec s'il y a vraiment un gros déséquilibre, on peut prendre des plantes antibactériennes, on peut prendre des prébiotiques, il y a différentes approches. En tout cas, là encore, faites-vous conseiller. Quatrième, on corrige enfin, une fois qu'on a fait tout ça, on peut corriger la barrière intestinale. Donc pour ça, il y a plein de choses. Vous trouverez plein de choses pour ça. Le plus connu, c'est sûrement la glutamine. En France, on conseille à peu près 3 grammes par jour. Aux États-Unis, peuvent aller jusqu'à 20 grammes. Bon, soit. Attention à la tolérance. Je vous conseille vivement de commencer tout doucement à 500 mg et puis d'augmenter progressivement, sachant qu'il y a des personnes qui ne le tolèrent pas. Dans ce cas, moi, j'utilise beaucoup le collagène, et plutôt le collagène hydrolysé, ou hydrolysate collagène ou peptide de collagène, qui va contenir de la glutamine ainsi que d'autres acides aminés. Et je trouve que c'est beaucoup mieux toléré. Dans sa version, on va dire, la plus naturelle, vous allez le trouver dans les bouillons d'os ou les bouillons de poule. Donc ça peut être aussi une option, mais par contre, il faut en prendre régulièrement. Vous avez le gamma-oryzanol, qui est un composé qu'on va retrouver dans le riz. Vous avez le zinc, soit sous forme bisglycinate ou zinc carnosine, qu'on trouvera plus sur des sites américains. La vitamine D3 joue aussi sur la barrière intestinale, les oméga-3 idem, et la vitamine A joue aussi, vu qu'elle agit sur les muqueuses. Par contre, la vitamine A, attention, en excès, c'est pas bon. D'ailleurs, comme plein de choses, en excès, c'est pas bon. Et surtout, la vitamine A, donc là, faites faire un dosage avant. Et si vous fumez, pas de vitamine A. Ensuite, tout ça, c'est bien, mais l'idée, c'est de conserver ces bonnes habitudes sur le long terme. Et puis, donc, au bout de 18 à 24 mois, commencez à tester les aliments que vous avez pu enlever pour voir si justement il y a une meilleure tolérance. Et puis voilà, excusez-moi, j'ai fini. Donc voilà, c'est 6 étapes pour permettre vraiment d'agir au niveau de votre écosystème intestinal sur ces douleurs articulaires et musculaires.
Voilà, donc si vous avez des questions, je vous invite à me les poser en dessous, en commentaire, ou à m'envoyer un mail voilà, pour aller un petit peu plus loin et échanger sur vos besoins particuliers. Sur ce, je vous dis bonne continuation.